Bonsoir à tous et à toutes. Carolina, Claire et Cathy, merci beaucoup pour votre invitation. J'espère que vous m'entendez tous et toutes bien. C'est un plaisir d'être là avec vous. Effectivement, on s'était vu, Carolina, à Toulouse il y a quelques semaines et vous m'avez gentiment proposé de venir intervenir ici sur un thème voilà, qui va rester le même, qui est l'intelligence artificielle, mais effectivement appliqué à un thème ou à des thèmes qui nous sont chers à tous, avec l'IA en entreprise, mais plus spécifiquement l'IA sur le bien vivre de l'entreprise et sur la contribution positive de l'entreprise à la société. Donc c'est ce que nous allons essayer d'explorer aujourd'hui ensemble. Je dis explorer parce que, et notamment je réfute un des termes qui a été utilisé lors de mon introduction, qui dit que je suis expert de l'intelligence artificielle. Effectivement, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine pendant une quinzaine d'années, mais je pense qu'il est difficile d'être expert d'un domaine qui bouge aussi vite que l'intelligence artificielle. Alors, à la fin de cette intervention, il y aura peut-être un peu plus de questions que de réponses, mais c'est aussi un peu le but. Le but, c'est de faire réfléchir ensemble, parce que j'ai effectivement cette vision collective des choses, et ma mission, c'est effectivement de nous mettre toutes et toutes en pouvoir et en capacité de choisir quelle place on donne à l'intelligence artificielle. Donc, et les questions, à mon avis, sont un outil très puissant pour ça. Donc voilà, merci pour le temps que vous dédiez tous et toutes pour cette intervention, et j'espère qu'elle vous plaira, en tout cas avec l'objectif que je viens d'énoncer. Voilà, donc, alors d'abord, avant de commencer, j'ai voulu vous donner un petit exemple de ce qui se fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, pour deux raisons. D'abord parce que je vais vous montrer un peu l'archétype de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle et que je réfute moi un petit peu. Et deuxièmement, parce que quand même, je suis un peu flemmard, donc j'ai pensé que quelqu'un pouvait m'aider à donner cette conférence. Bonsoir à tous, je suis l'avatar de Cyril. Quand l'École supérieure pour la qualité, l'environnement, la sécurité et la santé en entreprise lui a demandé d'intervenir pour donner une perspective sur l'intelligence artificielle, il m'a donné naissance, il m'a donné sa voix. Il a ensuite imaginé un monde dans lequel il pourrait, grâce à moi, personnaliser son message pour chacun d'entre vous, individuellement. Je pourrais avoir l'apparence que vous désirez. Et je serai moi-même connecté à une micropuce implantée dans votre cerveau qui lirait en temps réel vos pensées, vos émotions, votre niveau de connaissance du sujet et pourrait donc en temps réel également délivrer une conférence sur mesure en fonction de toutes ces informations. Alors merci à mon avatar pour son intervention. Il nous décrit un monde qui n'existe pas encore. L'un des concepts qu'il décrit, c'est le concept d'hyper-personnalisation. Et effectivement, on est, je pense, une soixantaine aujourd'hui sur cette conférence, et vous avez toutes et toutes des attentes certainement très différentes sur cette conférence. Donc, on peut imaginer un monde où, en fait, je serais capable de vous donner une conférence individualisée à chacun d'entre vous. Le futur que décrit mon avatar est un futur qui fait un peu peur également. On a parlé de puces intégrées dans des cerveaux. C'est un futur qui ne nous fait pas forcément envie parce qu'on imagine déjà toutes les dérives éventuelles de ce genre de choses. Et puis en plus, la perte du côté humain. Moi, je suis content d'être avec vous, certes à distance. Ça aurait été mieux encore si on était en physique. Mais voilà, la distribution géographique fait que nous sommes aujourd'hui à distance. Et donc, cette hyper-personnalisation que l'IA permettrait, je ne peux pas la faire aujourd'hui. Ce que vous voyez également, c'est-à-dire le message d'une minute que j'ai créé avec cet avatar, ça je l'ai fait littéralement en quelques minutes, et en fait tout est de l'intelligence artificielle dans ce message. Mon avatar, mon image, vous avez vu, c'est une version cartoonifiée d'une vraie photo de moi. Ma voix, elle a été recréée par de l'intelligence artificielle. Le message que je délivre, je l'ai orienté, mais je l'ai fait créer aussi par de l'intelligence artificielle. Enfin, tout est artificiel. Et ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas une fatalité et qu'aujourd'hui, nous, êtres humains, nous sommes en capacité de choisir ce qui va être artificiel et ce qui ne va pas l'être à l'avenir. Sur le sujet de l'hyperpersonnalisation qui n'est pas possible, j'ai dû donc faire des hypothèses un peu simplificatrices sur à qui je m'adressais aujourd'hui.
Et alors, j'ai fait une première hypothèse qui, j'espère, touche la majorité d'entre vous, peut-être pas tous, il y a peut-être des exceptions un peu dans le tas, mais j'ai considéré que vous étiez des managers RSE, QSE en particulier, qui sont ambitieux, qui ont une mission à remplir, qui ont envie de le faire avec le maximum d'outils possibles et qui se demandent comment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va bien pouvoir les aider à mener leur mission du mieux possible, avec éventuellement plus de puissance que vous n'avez fait jusque-là. Et puis, la deuxième hypothèse que je fais, et là je suis sûr qu'elle touche tout le monde, littéralement, c'est que vous êtes tous des humains curieux, comme vous et moi, qui, à l'aune des technologies qui se développent aujourd'hui récemment, avec ce qu'on lit dans la presse, avec des experts et des pseudo-experts, sont curieux là aussi de comprendre un peu plus fondamentalement quelles sont les transformations sociétales qui sont susceptibles d'advenir grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, selon comment on voit les choses. Donc voilà, je fais cette hypothèse et je m'adresse aujourd'hui à ces deux groupes de personnes et j'essaye de faire en sorte que mon message soit orienté vers ces deux groupes. Là aussi, n'hésitez pas, soit avec la casquette de manager ou avec la casquette d'humain, à intervenir tout au long de cette conférence. Alors, autant il est important que j'ai fait l'exercice de savoir à qui je m'adresse aujourd'hui, il est aussi important qu'on fasse l'exercice inverse, c'est-à-dire que vous vous demandiez qui vous parle. Parce qu'en effet, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a toujours un certain niveau d'idéologie dans le message qu'on veut faire passer. Aujourd'hui, c'est une science en développement, et donc cette science en développement, combinée à un niveau de connaissance dans la société globale qui est relativement encore limité, ça peut donner place à des idéologies très variées. La mienne, et Carolina l'a dit dans mon introduction, est assez claire. Je souhaite faire ma mission de vie aujourd'hui, c'est vraiment de faire comprendre à tout le monde que nous avons finalement un choix dans la manière dont nous voulons placer l'intelligence artificielle dans nos vies. Et que ce choix ne nous est pas imposé par quelques grands groupes dans lesquels, d'ailleurs, moi, je suis passé dans les 15 dernières années jusqu'à mai de l'année dernière. J'ai passé une quinzaine d'années à travailler, alors là vous le voyez sur l'écran, il y a King, donc ça c'est des jeux vidéo. J'ai travaillé également chez Amazon, où je travaillais à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement d'Amazon. Et puis enfin, j'ai fait du conseil en technologie, en IA spécifiquement, donc chez une compagnie qui s'appelle Quantum Black, qui est le bras armé intelligence artificielle de McKinsey, et puis chez l'équivalent chez BCGX, qui est aussi là le bras armé d'intelligence artificielle du Boston Consulting Group, où mon rôle a été de travailler avec des grands groupes pour aller leur faire comprendre comment on mettait de l'intelligence artificielle, là aussi avec ma mission que je continue, de mettre l'humain au centre de l'utilisation de cette intelligence artificielle. Et puis, depuis mai dernier, et de manière un peu plus forte depuis la rentrée dernière, donc septembre-octobre, j'ai décidé de prendre la route et d'aller m'adresser à diverses audiences, des étudiants, des professionnels comme vous l'êtes aujourd'hui, mais il y a aussi peut-être quelques étudiants dans la salle, des scientifiques, des startups, des employés de startups par exemple, des employés de grandes entreprises, pour leur expliquer là aussi comment on pouvait réfléchir ensemble à la meilleure manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu qui vous parle et voilà le type de message que je souhaite délivrer, qui, je l'espère, sera un message, je dirais, c'est la manière dont je le qualifie, souvent à la fois rassurant, à l'aune de toutes les fantasmes qu'on développe aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, et puis, au-delà de rassurant, surtout responsabilisant, sur le fait que, encore une fois, c'est à nous de décider ensemble ce qu'on veut faire de l'intelligence artificielle. Alors, maintenant, je vais commencer par cette photo qui va nous faire rentrer dans le sujet assez rapidement. Cette photo, c'est moi, c'est en 2016, donc c'est pas hier, ça fait déjà 7 ans. Je suis en Inde, dans une usine Tata Steel. Je travaille à l'époque pour Quantum Black, et je suis en compagnie de managers et d'opérateurs d'une usine qui produit donc de l'acier, Tata Steel. Et ce que je suis en train de leur expliquer, c'est comment l'intelligence artificielle va pouvoir les aider dans un domaine très particulier, qui est celui qu'on appelle le domaine de la maintenance de machines, et la maintenance prédictive en particulier, donc c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle va aider les opérateurs et les managers à prévoir à l'avance l'occurrence d'une panne d'une machine productrice d'acier. Alors là, on imagine un monde où on passe
d'un monde où on a des humains qui vont regarder quelques capteurs sur des machines, un ou deux, trois, et qui vont essayer de réagir, et souvent de réagir a posteriori. Après une panne, on va dire, OK, il y a une panne, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va pouvoir régler cette panne? Là, on essayait de les faire passer dans un monde où l'action allait être beaucoup plus préventive, parce que à partir de plein de données dans des centaines et des milliers de capteurs, on allait pouvoir détecter bien en avance ce qu'on appelle des signaux faibles qui vont donner avec 24 heures ou 48 heures d'avance la potentielle occurrence d'une panne sur une machine et donc de réagir en avance de manière plus sûre également, puisque ça veut dire déployer moins de monde au contact des machines, de manière aussi beaucoup plus ciblée, parce que l'algorithme qu'on proposait ici permettait d'aller comprendre la cause racine de la panne, et puis ensuite de le faire aussi avec un respect de l'humain et de l'environnement. Alors, on le voit sur la photo, ils sont peut-être un peu perplexes au début, mais une des citations que j'aime bien donner sur l'un des managers à la fin du projet en question, il nous a expliqué qu'on avait réussi à leur développer une sorte de sixième sens sur le fait on avait donné le pouvoir aux opérateurs de maintenance de détecter ces pannes bien à l'avance et de développer donc justement cette intuition de l'occurrence d'une panne grâce en fait à une machine qui allait leur donner des informations à l'avance pour qu'eux ensuite prennent des décisions. Alors sur cet exemple, on a plein de choses, mais surtout ce que je veux mettre en lumière, c'est qu'en fait, vous le voyez bien, il s'agit d'un processus avant tout humain. Quand on parle d'intelligence artificielle, effectivement, on a souvent en tête des algorithmes d'un côté, on a de la technologie en tête également. Donc quand je dis technologie, c'est toutes les données qui vont nourrir les algorithmes, c'est les plateformes qui vont faire tourner ces algorithmes, c'est des puces microélectroniques qui vont servir soit de stockage de données, soit de puissance de calcul. Et puis enfin, c'est surtout beaucoup des processus et des gens. En fait, avec l'intelligence artificielle, on vient équiper / transformer la manière de travailler des employés dans une entreprise. Et donc l'équation que je montre, qui n'était pas ultra rigoureuse, hein, si on avait des vrais scientifiques dans la salle, en fait nous explique, et ça c'est ce qu'on a vu sur le terrain quand j'étais notamment voilà, chez Quantum Black et chez BCGX, que quand on fait de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, c'est 10% d'algorithmes en termes d'efforts qu'on a à mettre, c'est 20% de technologie, mais c'est surtout 70% de embarquer toutes les parties sur le projet. Alors, maintenant, peut-être pour vous donner en deux mots la structure, là c'était un peu une introduction qui vous situe un peu le contexte, et déjà dans le domaine dont on parle, RSE, QSE, la maintenance prédictive en fait partie. Maintenant, ce que j'aime bien faire avant toute chose, avant d'aller un peu plus loin, c'est d'abord de faire une petite mise en perspective de ce qui se passe aujourd'hui. À moins d'habiter dans une cave, on a tous vu que dans les derniers mois, le terme d'intelligence artificielle était à peu près sur toutes les lèvres. Il y a eu un emballement à la fois médiatique, également scientifique, un emballement également des organisations privées, à la fois les producteurs d'intelligence artificielle, mais aussi les consommateurs. Toutes les boîtes se sont dites on va aller faire de l'intelligence artificielle, mais j'aimerais bien en fait mettre un tout petit peu en perspective tout ça. Donc ça, c'est la première partie. On va faire ça pendant quelques minutes. Ensuite, on ira sur quelques gros cas d'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine RSE, QSE ensemble. Je vous présenterai ensuite les quelques grands défis, là aussi en tant que manager RSE, QSE, qui se présentent à vous lorsque vous voulez utiliser l'intelligence artificielle comme énorme levier sur vos attributions. Et puis je finirai avec quelques conseils très concrets sur comment faire les choses. Et puis après, on ouvrira évidemment la salle pour une discussion collective sur le sujet. Alors sur cette mise en perspective, pour commencer, donc cette première partie, peut-être ce que vous voyez sur l'écran, ce sont des chiffres qui résument bien ce qui s'est passé sur les derniers mois. Ce qu'on voit ici, c'est la durée qu'il a fallu à quelques grandes applications pour arriver à un nombre d'utilisateurs de 1 million. Alors on voit que Netflix a mis 3 ans et demi. Voilà, si on regarde Facebook, il aura fallu 10 mois pour arriver à 1 million d'utilisateurs. Après, voilà, alors c'est pas tout à fait comparable, même si on regarde Instagram ou l'iPhone, on arrivait à 75 jours, donc littéralement 2 mois et demi pour arriver à 1 million d'utilisateurs. Et on s'était dit que c'était déjà
un sprint à la Usain Bolt pour arriver à ce nombre d'utilisateurs. Et puis, ChatGPT est arrivé, il y a à peu près un an maintenant, a été dévoilé au grand public et figurez-vous qu'il a valu 5 jours pour arriver à 1 million d'utilisateurs, ce qui démontre là la rapidité d'acquisition de ces utilisateurs, qui démontre aussi là un peu l'emballement qu'il y a eu sur l'intelligence artificielle, qui est, et je vais l'expliquer un tout petit peu plus tard, un type très particulier d'intelligence artificielle. Alors, d'abord, dans cette fameuse mise en perspective que j'ai envie de faire avec vous, il y a deux manières de la faire. La première manière, c'est rapidement une manière historique. D'abord, je pense qu'il est important de rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas née hier. L'intelligence artificielle a littéralement un peu plus de 70 ans. Déjà, c'est un premier point. L'intelligence artificielle est née dans les années 50. C'est la première fois qu'on a utilisé le terme. Vous connaissez sûrement un certain Alan Turing, qui a été connu pour ses travaux mathématiques, notamment sur la cryptographie, mais également sur ce qu'on appelait à l'époque l'intelligence de la machine et qu'on a renommé très rapidement l'intelligence artificielle. Il avait imaginé à l'époque un test, qui est le fameux test de Turing, qui est un test dans lequel vous êtes, en tant qu'humain, face à une cabine, et dans cette cabine, vous ne savez pas s'il y a un humain ou une machine. Vous conversez avec cette cabine, et la grande question qu'on se pose, le fameux test de Turing, c'est de savoir à quel moment la machine va être assez performante pour vous faire croire que dans la conversation, il s'agit en fait d'un humain. Alors Turing, dans les années 50, avait prévu que cela arriverait à peu près vers les années 2000. Donc il n'avait pas été trop mauvais sur la prédiction. C'est arrivé en fait peut-être un peu plus tard que les années 2000, parce que maintenant c'est le cas. Aujourd'hui, pour ceux dans la salle qui utilisent ChatGPT, il faut quand même pousser un peu le test pour se rendre compte qu'on ne parle pas avec un humain. Alors ça va venir, hein. Quand vous posez 3-4 questions, vous allez assez pertinentes, vous allez vous rendre compte, mais voilà, il y a un peu de travail. Donc en fait, on peut dire aujourd'hui que le test tel qu'il a été imaginé à l'époque, il est dépassé. Alors aujourd'hui, il y a plein d'autres tests qu'on met en place beaucoup plus précis que le test de Turing. Mais voilà, donc déjà, c'est la première chose, l'intelligence artificielle ne date pas d'hier. La deuxième chose, c'est de dire que notre évolution, et ça c'est mon message, encore une fois, elle n'est pas inexorable, hein, c'est quelque chose qu'on choisit, et en plus, elle n'est pas toujours dans la même direction de manière linéaire ou même exponentielle, comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Mais en fait, quand on regarde sur les 70 dernières années l'évolution de l'intelligence artificielle, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu notamment quelque chose qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle. Il y en a eu deux fois 10 ans, une fois dans les années 70, une fois dans les années 90, même jusqu'à 2005 ou 2006, où en fait, il y a ces deux périodes où on avait eu des énormes attentes sur les capacités de l'intelligence artificielle pour finalement se rendre compte que ces attentes étaient déçues. Et donc, on a décidé d'arrêter d'investir dans des applications d'intelligence artificielle sur ces deux périodes, ce qui a, encore une fois, complètement asséché la recherche et asséché également donc les cas d'usage en fait, de l'intelligence artificielle. Je n'aime pas du tout prédire l'avenir, mais on sent déjà aujourd'hui que le gros boom qu'il y a eu de l'intelligence artificielle sur la dernière année, on sent déjà qu'on est dans une petite période que j'appellerais un peu vulgairement de gueule de bois. Et si on lit, je lisais encore un article du FAZ, donc un journal allemand, il y a 2 jours, qui parlait justement, comme on dit en allemand, de la Ernüchterung, qui est cette fameuse gueule de bois, dans les grandes entreprises qui voulaient adopter très rapidement l'IA générative. Et je vais préciser ce que c'est que l'IA générative dans quelques instants, qui se rendent compte qu'en fait, c'est pas si simple que ça, et que les cas d'usage à grosse valeur ajoutée, finalement, n'étaient pas si simples à déployer. Que oui, on avait des petits gains de productivité sur quelques aspects un peu connexes, souvent qui ne sont pas le cœur de métier de l'entreprise, mais que finalement, voilà, il fallait rester raisonnable. Et donc voilà, on va voir comment ça évolue. Mais en tout cas, voilà, on arrive déjà un petit peu dans cette petite période où on se dit que voilà, les larges modèles de langage, notamment qui sont ceux connus actuellement, ont peut-être certaines limites et qu'en tout cas, le déploiement ne se fait pas aussi facilement. Et puis, pour terminer sur la mise en perspective, effectivement, il serait quand même stupide de ma part de ne pas reconnaître qu'il y a eu un boom depuis les années 2005 ou 2006. Et ce boom, il est dû à 2 phénomènes. Il y a un premier phénomène qui est un phénomène de données, de volume de données, avec cette fameuse statistique qui nous explique que, en général, sur une année donnée, sur l'année par exemple 2023, eh bien, nous, en tant qu'humanité, on a généré autant de données que sur l'histoire entière de notre humanité.
hein, donc il y a vraiment un mouvement exponentiel sur la génération de données, notamment, encore une fois, grâce ou à cause des traces digitales qu'on laisse un petit peu partout. Et le deuxième aspect, c'est le développement aussi rapide des capacités de stockage de données, des fameuses données dont je parlais, et de la puissance de calcul grâce aux puces et aux semi-conducteurs qui sont faites par des entreprises comme Nvidia ou d'autres, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans le traitement de ces données. Donc ça, les deux facteurs quand même ont permis de créer des applications concrètes d'algorithmes qui avaient été définis et imaginés dans les années 80, mais qui n'étaient absolument pas applicables en l'absence de ces deux composantes, donc données et puissance de calcul. Alors, ça, c'est la première mise en perspective. Une deuxième manière de mettre les choses en perspective, c'est de réaliser que ce qu'on appelle de manière un peu galvaudée ces derniers mois intelligence artificielle, en fait, c'est un synonyme pour ce qu'on appellerait normalement l'IA générative, l'intelligence artificielle générative. L'IA générative, donc, comme son nom l'indique, c'est l'intelligence artificielle qui génère. Qui génère quoi? Qui génère du texte. Pour ceux dans la salle qui ont déjà utilisé ChatGPT, en fait, on génère du texte, ok, qui génère éventuellement de la musique, qui génère des images. Peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé des logiciels comme Midjourney ou DALL-E ou Stable Diffusion, qui sont en fait des logiciels qui, à partir d'une description textuelle, permettent de générer une image qui va correspondre à cette description textuelle. On génère de la musique, mais on génère aussi effectivement des choses importantes dans la santé, par exemple, où on est capable aujourd'hui de générer, par exemple, des modèles de protéines qui permettent de créer des candidats tout à fait plausibles et donc de raccourcir les tests, ce qu'on appelle les essais cliniques dans le domaine médical. Là aussi, on pourrait faire une conférence entière là-dessus, donc pour l'instant, je vais le mettre de côté, mais voilà. Donc, tout ce dont on parle aujourd'hui dans les médias, c'est l'IA générative. Là aussi, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'en fait, l'IA générative, ça reste une sous-partie de tout ce que peut faire l'intelligence artificielle et des cas d'usage que, à titre personnel, j'ai vu dans toutes les grandes entreprises dans lesquelles je suis passé. Là aussi, donc, si on commence par la grande bulle de mes poupées russes, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça commence de manière très simple sur ce qu'on appellerait des algorithmes qui sont en fait des règles. L'exemple que je prends en général, c'est l'exemple de l'email. Si vous avez tous une boîte email dans la salle aujourd'hui, cette boîte email, vous savez que vous pouvez envoyer certains emails en spam et vous pouvez dire à Gmail de manière explicite ou à votre boîte mail quelconque, si un email vient de Cyril Papadacci, eh bien, je vais l'envoyer en spam. Ça, déjà, c'est de l'intelligence artificielle. C'est très simple, il n'y a rien de sorcier derrière ça, ça existe, on est capable de le faire depuis les années 50, depuis le début de l'intelligence artificielle. Mais c'est en fait de l'intelligence artificielle parce que vous avez déjà donné à une machine, prêté à une machine un comportement qui ressemblerait à un comportement humain. Voilà ce qu'on appellerait de l'intelligence artificielle, mais là, basé sur une règle en fait très simple. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, un deuxième niveau, c'est ce que j'appelle ici l'apprentissage automatique, c'est de dire il y a des cas où ces règles-là, on n'est pas capable en tant qu'humain de les programmer de manière explicite. Dans le cas de l'email, encore une fois, c'est très simple, mais par exemple, l'image que je prends souvent et qui est assez parlante, c'est je vais vous donner à vous, humains, une image d'un côté d'un chat et d'un autre côté, je vais vous donner l'image d'un tigre. D'accord? Et je vais vous demander, OK, pouvez-vous me dire quelle est l'image où il y a un chat, quelle est l'image où il y a un tigre? Pour vous, ça va être absolument instantané. En quelques millièmes, enfin pardon, même pas millièmes, mais microsecondes, votre cerveau est capable de dire ce qui est un chat, ce qui est un tigre. Par contre, maintenant, je vous mets au défi d'aller expliquer ça de manière explicite avec des règles à une machine. J'ai une machine et je vous mets en charge de coder, d'encoder les règles qui font que vous avez pu savoir si c'était un chat ou un tigre. Alors là, c'est compliqué parce que quand on essaye de le faire intellectuellement, on va se dire, bah ok, dans le cas du tigre, il y aura peut-être un peu plus souvent des rayures. Alors ces rayures-là, il va falloir aller au niveau du pixel, de l'image. Donc il va falloir expliquer à la machine qu'un pixel peut être noir ou jaune. La rayure, si elle est noire, il va être noir, à côté, il y aura du jaune. Il va falloir expliquer à cette machine que les rayures sont assez fines. Alors comment on définit la finesse? Combien de pixels? Ça varie. Comment on prend en compte la variance de ça selon les images qu'on va montrer? On va expliquer que les griffes de l'un sont plus grosses que les griffes de l'autre. Enfin, vous voyez que
c'est une tâche quand même très complexe. Donc, une solution finalement alternative, c'est de dire, bah, je vais laisser la machine apprendre. Alors, je vais donner à la machine des millions d'exemples, et je vais donner des exemples de chats, des exemples de tigres, et je vais dire à la machine, apprends toi-même. Je vais te dire, ça c'est un chat, ça c'est un tigre, j'ai des étiquettes, des labels sur chacun de ces exemples, et puis sur ces millions d'exemples, je vais laisser la machine le soin d'apprendre grâce à des algorithmes ce qui fait un chat, ce qui fait un tigre, grâce à ses propres règles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et puis, une sous-partie de ça, ce serait ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Là, on touche à tout ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Ça peut-être en avez-vous également entendu parler, le deep learning, comme on dit en anglais, qui sont des modèles là un peu plus complexes qui, en fait, imitent à peu près de manière très simplifiée, il faut le dire assez vite, mais la structure d'un cerveau humain. Et d'ailleurs, l'exemple que j'ai décrit avec les chats et les tigres, c'est déjà en fait de l'apprentissage profond. C'est la vision automatisée en fait, et c'est de l'apprentissage profond qui est utilisé dans tout ce qui est véhicule autonome, par exemple, etc. Et puis, enfin, l'IA générative dont je parlais au début est une sous-partie de l'apprentissage profond, parce qu'en fait, quand on regarde ChatGPT, on croit qu'il y a une vraie interaction avec la machine, mais en réalité, la machine, ce qu'elle fait, c'est simplement de la prédiction. Elle prédit l'apparition des mots suivants après la question que vous lui avez posée. Et la manière dont elle fait ses prédictions, c'est grâce à ce qu'on appelle là aussi des réseaux de neurones un peu particuliers, qu'on appelle des transformers, mais là aussi on pourrait rentrer dans un débat beaucoup plus technique. Donc voilà, ça en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est une deuxième mise en perspective, pour dire que ce qu'on voit aujourd'hui, la partie émergée de l'iceberg, c'est vraiment l'IA générative, mais qu'en fait, attention, l'IA, c'est beaucoup d'autres choses au-delà de l'IA générative. Alors, peut-être une question qu'on se pose tous, c'est, et là c'est pour peut-être un peu répondre au fantasme qu'on a sur le fait que l'IA, en gros, va tous nous remplacer et va mener à la perte de l'espèce humaine. La grande question, c'est où on en est où sur l'intelligence artificielle d'un point de vue capacité. Là, pareil, c'est un sujet très complexe. On pourrait aller dans plein de dimensions. Donc là aussi, j'ai dû faire un peu des simplifications. Mais une manière de voir les choses, c'est de regarder une échelle qui nous mènerait de ce qu'on appellerait l'IA faible à ce qu'on appelle l'IA forte. Alors, l'IA faible, c'est quoi? L'IA faible, c'est un monde dans lequel on définit de l'intelligence artificielle qui est très forte, mais à condition, qui est très performante, mais à condition qu'on l'ultra spécialise. Et aujourd'hui, c'est là qu'on en est. Aujourd'hui, on est capable de développer des systèmes d'intelligence artificielle qui sont très forts quand on les surspécialise. Par exemple, aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle est meilleure que l'humain au jeu d'échecs. Les grands maîtres d'échecs, ça ne peuvent pas le nier aujourd'hui. On sait que l'IA est bien plus forte que n'importe quel médecin sur un diagnostic précis d'une maladie sur la base de radio, parce qu'elle sera capable de voir des signaux faibles qu'un humain ne verrait pas. On sait que l'IA est meilleure que l'humain sur de la traduction de textes techniques, par exemple. Voilà. Donc là, je vous donne des secteurs ultra spécialisés dans lesquels on est capable de développer des systèmes d'intelligence artificielle avec des performances super humaines au sens où supérieures à ce qu'est capable de faire l'être humain. Maintenant, l'autre bout de la lorgnette, c'est ce qu'on appellerait l'IA forte. Là, il faut imaginer une intelligence artificielle qui est meilleure que nous strictement partout et qui, en plus, a développé ses propres objectifs et ses propres valeurs, ses propres systèmes, etc. Aujourd'hui, on fait plein de tests là-dessus. Et la grande question, c'est on en est où sur cette échelle? Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur une échelle qui irait de 0 à 100, un peu pour simplifier les choses, aujourd'hui, là où on va tester un système d'IA sur, par exemple, 200 tâches, pour un peu représenter une activité humaine à peu près normale, même si c'est déjà une simplification énorme, parce qu'en réalité, un humain, il ne fait pas 200 tâches, il fait des millions de tâches, en fait, à chaque seconde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Eh bien, déjà sur 200 tâches, qui est une simplification énorme, bien on constate que si on prend un système d'intelligence artificielle, sur une échelle de 0 à 100, il va performer à peu près à 15, là où un humain moyen va performer à 40-45, et là où peut-être certains, où ils sont des experts dans certains de ces domaines, vont peut-être performer à 60 ou 70. Donc, tout ça pour vous dire qu'encore une fois, sur cette échelle, on est loin encore de cette fameuse IA forte. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais c'est qu'une question de temps, et on va y arriver à un moment donné de manière logique si on continue ce qu'on fait. Bien, moi, j'en suis pas du tout sûr. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, là, on fait des tests sur 200 tâches, mais la réalité, c'est qu'un humain fait littéralement des millions de tâches, en fait, vraiment à chaque instant. Encore une fois, quand vous
vous détectez un chat et un tigre, c'est qu'il se passe des millions de choses d'un coup dans votre cerveau. Et deuxièmement, c'est que fondamentalement, la piste qu'on prend actuellement, notamment avec ce qu'on appelle en anglais les large language models, ce qui veut dire les modèles, les grands modèles de langage, ce qu'il y a notamment derrière les fameux ChatGPT, etc., eh bien, j'ai un peu l'intuition qu'il va encore manquer beaucoup de choses, notamment sur le raisonnement, la manipulation symbolique, etc., pour arriver à des choses qui nous amènent à cette fameuse IA forte. Donc, voilà, aujourd'hui, encore une fois, je ne veux pas faire de prédiction, mais je veux juste dire que ce n'est pas une simple extrapolation de ce qui se passe aujourd'hui et qu'il y a encore pas mal de barrières à dépasser pour éventuellement arriver un jour à ce genre de choses. Alors, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Vous pouvez vous dire, oui, ça c'est les délires de Cyril. En fait, il y a des chercheurs de chez Google qui ont écrit des papiers très sérieux sur le sujet. Et là, ce que ça dit en anglais sur l'écran, c'est qu'il y a un papier qui date, vous voyez, de début novembre, donc il y a 3 mois, qui nous explique que la théorie selon laquelle l'IA allait tous nous dépasser d'un point de vue intellectuel, eh bien, avait pris un sérieux coup de plomb dans l'aile. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'encore une fois, il faut être mesuré là-dessus. Et mon message, c'est de dire, voilà, n'en ayons pas peur, ça ne sert à rien, et allons nous familiariser avec ce que cela peut faire aujourd'hui. Bon. Donc ça, c'était un peu l'intro générale. Et je voulais tous qu'on soit alignés à peu près sur comment on comprend l'intelligence artificielle aujourd'hui. Maintenant, si on va sur une deuxième partie sur l'IA dans les domaines RSE, QSE. Alors là, je pourrais vous donner une liste infinie des cas d'usage. Ce que je ne vais pas faire, je vais vous donner quelques grands exemples et puis après on pourra en discuter, mais sinon j'ai peur que vous vous endormiez tous. Alors peut-être juste un des premiers trucs à dire, c'est que les grandes boîtes tech se sont emparées des sujets. Et exemple que je pourrais donner pour commencer, c'est Google qui, depuis pas mal d'années maintenant, travaille sur des technologies qui permettent à l'IA de combattre le changement climatique. Et ça, on le fait de plein de manières. Une première manière, c'est d'avoir des modèles de données d'intelligence artificielle qui permettent une meilleure compréhension, là aussi, de où on en est sur le climat, et notamment de l'évolution de ces effets du changement sur les espèces animales, l'espèce humaine, éventuellement bien sûr, et de comprendre ça de manière plus granulaire. Donc ça, c'est un premier truc. L'IA permet une meilleure compréhension de ce qui se passe. Ensuite, évidemment, Google met plein d'efforts sur l'optimisation des systèmes desquels le monde dépend. Donc je vous dis, la logique, c'est de dire, d'abord, comprenons mieux, et l'IA permet éventuellement de le faire. Deuxièmement, optimisons les systèmes desquels le monde dépend aujourd'hui, et notamment, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les systèmes de stockage des données, par exemple, je vous parlais de ça, sont des systèmes aujourd'hui qui font tenir une bonne partie de notre économie. Et Google a travaillé dès 2016, c'est un peu un des cas emblématiques de l'IA dans la lutte contre la dépense énergétique notamment, a réussi grâce à des systèmes d'IA à optimiser, à réduire de 40% la dépense énergétique pour le refroidissement des centres de données de l'entreprise Google. Et on estime aujourd'hui que la trace de ça d'un point de vue énergétique, c'est entre 5 et 10% quand même des dépenses de l'entreprise Google. Donc voilà, ça date de 2016, donc c'est pas nouveau. Là aussi, je vais vous dire que l'IA sur ces domaines-là, c'est pas nouveau. Et puis, finalement, un des gros domaines qui peut aider là aussi, c'est comment on peut utiliser l'IA pour faire avancer la science sur la grande question de la production d'énergie et comment on change les mix énergétiques pour une transition vers de l'énergie beaucoup plus durable, beaucoup plus soutenable, renouvelable en particulier. Là aussi, Google a fait plein de choses. Donc ça, c'est mon premier message. Le premier message, c'est pas nouveau. Les grandes boîtes tech s'en sont emparées. Regardons un petit peu ce qu'elles font. Et là, je vous mets un cas d'usage sur, en particulier, le climat, mais on y revient ça dans quelques instants sur un exemple qui m'est plus proche, puisque c'est un exemple sur lequel j'ai personnellement travaillé. Puisqu'on parle de QSE, on peut parler aussi de qualité. Et là, ce que je vous montre à droite, c'est, vous voyez, NVIDIA. NVIDIA, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, parce que NVIDIA, c'est cette entreprise qui crée aujourd'hui les circuits électroniques qui vont aller permettre le stockage des données et le développement de la puissance de calcul. Eh bien, NVIDIA utilise énormément l'intelligence artificielle dans plein de domaines, mais notamment aussi pour aller vérifier la qualité de la production
des systèmes électroniques. Donc là, concrètement, ce qu'on imagine, c'est dans une usine NVIDIA, on va avoir des caméras qui vont aller suivre en temps réel ce qui se passe sur la chaîne de production et aller détecter des micro-défauts. Alors, on aura des images et l'IA, il y aura des algorithmes là de vision informatisée, je vous en parlais un peu plus tôt, qui vont aller détecter des défauts de qualité sur les produits créés par NVIDIA. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vous parle d'NVIDIA, qui est un groupe à la pointe, mais ça, c'est des sujets sur lesquels, moi, à titre personnel, j'ai travaillé également, par exemple dans des groupes pharmaceutiques qui vont aller créer des médicaments. Et là aussi, il y a une grande question de qualité, évidemment, et l'IA va aider à comprendre les défauts de qualité en bout de chaîne ou même au milieu de la chaîne de production de ces médicaments. Et ce qui est très intéressant aussi avec l'intelligence artificielle, c'est que ça permet non seulement de la détection de ces soucis de qualité, mais également d'aller comprendre les causes racines de ces défauts qu'on observera sur la chaîne de production. Un des exemples concrets sur lesquels j'ai travaillé, c'est avec un labo pharmaceutique italien, où en fait, on a ingéré toutes les données de la chaîne de production, et on a en fait l'intelligence artificielle et des algorithmes à la fois explicatifs et prédictifs ont essayé de créer en fait des liens de causalité entre des grands principes de fonctionnement de la chaîne de production, donc comme par exemple la manière dont est agencée les différentes étapes, comme par exemple les horaires de travail des employés, comme par exemple l'équipement des employés, etc. Et on a essayé de corréler ça, en tout cas créer des liens de causalité, donc même plus fort que de la corrélation, avec les défauts qu'on aura observés en fin de chaîne de production, pour aller comprendre en fait quelles étaient les causes racines. Donc là aussi, ça permet une action sur la qualité qui va être beaucoup plus ciblée, avec tous les effets positifs que l'on pourrait imaginer. Donc là, voilà, peut-être juste quelques exemples. Audi, par exemple, en Allemagne, est un des grands groupes aussi qui utilise l'IA dans le domaine de la qualité. Alors, là aussi, pour aller peut-être dans un domaine qui va toucher peut-être là aussi le côté santé et le côté responsabilité sociale de l'entreprise, eh bien, une entreprise, c'est des employés, évidemment, et donc, là aussi, on voit plein de cas où l'intelligence artificielle est utilisée de plus en plus dans le domaine de la santé mentale. Et là aussi, on pourrait faire une conférence entière sur le sujet. Donc là, j'imagine une visée ressources humaines dans une entreprise où, en fait, aujourd'hui, on va être capable, grâce à des données, un mélange en fait de données objectives, qui vont être, par exemple, et là aujourd'hui, on est en train de faire une conférence à distance. Donc en fait, je suis filmé, voilà, avec le film, vous avez le timbre de ma voix, vous avez ma voix, et vous avez également toutes mes expressions faciales. Eh bien, il y a des études qui sont faites aujourd'hui sur le fait de, grâce à ces expressions faciales et grâce au timbre de la voix, à les détecter de manière très précoce, soit un risque d'occurrence ou une occurrence déjà avérée de maladies mentales, de soucis mentaux qui vont être, notamment, on peut parler du burn-out, si on parle de ce qui se passerait dans l'entreprise, et donc avec l'idée d'avoir une détection précoce, et donc là aussi un traitement beaucoup plus rapide. Il y a des études aussi qui démontrent que non seulement on est capable de dire voilà, il y a peut-être un trouble qui est en train de se passer là en ce moment, dont la personne n'est peut-être même pas consciente. C'est pour ça qu'il faut aussi, évidemment, le coupler avec des données déclaratives. Et encore une fois, là aussi, je précise que tout mon message n'est pas de dire que l'IA est la solution à tout. Je suis en train de dire que c'est peut-être un outil qui est intéressant pour donner un meilleur pouvoir aux personnes qui prendront les décisions. Et notamment, ce que j'allais dire aussi, c'est que ça permet donc une classification aussi de ces troubles. Est-ce qu'on a une dépression qui va arriver? Est-ce qu'on parle d'un burn-out? Est-ce qu'on parle de maladies un peu plus sérieuses, un peu plus long terme et sérieuses, indépendantes du monde du travail? Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a tout ça qu'il faut regarder. Donc là aussi, de l'impact sur le côté ressources humaines et bien-être des employés. Là, c'était le côté un peu prévention de ce qui risque de ne pas aller bien, mais on a aussi beaucoup d'IA qui est utilisé de plus en plus. Et j'ai une amie qui travaille dans le domaine du développement d'algorithmes pour les ressources humaines, mais beaucoup plus là, dans ce cas-là, sur le fait de créer des parcours personnalisés de carrière et de formation qui vont avec ces carrières pour les employés. Là, pour le coup, l'IA générative peut être très intéressante pour aller créer une sorte de chatbot interactif
qui va aller comprendre l'employé un peu dans son détail et comprendre et faire des suggestions un peu automatisées de parcours de carrière, de poste, de formation sur un catalogue de formation qui sera grand dans une entreprise, etc. Donc là, on arrive aussi, et c'est le premier message que mon avatar passait, sur cette notion d'hyper-personnalisation, sur la compréhension d'un employé dans une entreprise et de sa situation spécifique. Bien sûr, et ça j'en parle après, tout cela vient avec des risques qui sont énormes et qu'il faut traiter de la meilleure des manières, mais ça, je vous en parle dans quelques minutes. Et puis, là aussi, si on parle de RSE, il y a un des gros sujets qui est la responsabilité donc, sociétale de l'entreprise, sociale, et aussi donc l'image qu'elle va donner sur ses actions, parfois dont elle n'est même pas consciente, à l'extérieur. Ce qu'on appelle en anglais le corporate reputation, donc la réputation d'entreprise, qui aujourd'hui est un très gros sujet. Et d'ailleurs, j'aime bien en parler parce que c'est un sujet un peu... On a un vrai paradoxe qui est le suivant. Aujourd'hui, on voit que justement avec l'avènement de l'IA générative, on a des messages aujourd'hui un peu partout sur les réseaux sociaux qui vont en fait définir la perception qu'a la société d'une entreprise donnée. Encore une fois, perception dont l'entreprise aujourd'hui n'est pas toujours complètement consciente, et notamment, encore une fois, grâce ou à cause, selon le type de message qu'on a, la prolifération de la création de contenu grâce à l'IA générative de manière facile et donc aussi de manière exponentielle. Voilà. Donc l'IA d'un côté donne un risque ici de polarisation à grande échelle de la réputation d'une entreprise de manière très rapide. D'un autre côté, l'IA est également un outil essentiel aujourd'hui pour aller justement faire cette veille active en temps réel à grande échelle sur les réseaux sociaux et ailleurs, en tout cas sur la trace digitale, de la réputation que cette entreprise aura, en allant faire ce qu'on appelle de l'analyse de sentiments sur Twitter, en allant récupérer des données sur LinkedIn, sur tous les réseaux, l'analyser de manière détaillée et comprendre s'il y a un décalage ou pas entre les valeurs que l'entreprise a envie de promouvoir et les valeurs qui sont effectivement perçues dans la population générale pour aller pouvoir là aussi s'orienter de la meilleure des manières et pouvoir rétablir un alignement ici. On a ce fameux exemple qui est l'exemple de Gilead, un des labos pharmaceutiques, qui faisait de la promotion pour des médicaments très intéressants d'un côté et qui a remarqué grâce à cette veille justement active qu'il y avait une proportion non négligeable de cas où en fait cette publicité apparaissait juste à côté d'une publicité qui faisait la promotion d'idées nazies et hitlériennes. Donc là aussi, ça leur a permis de réagir assez vite sur un cas comme ça, où en gros il y avait une distorsion des valeurs qui était en train de se faire par association. Donc voilà, donc là je voulais juste vous donner un petit tour d'horizon un peu rapide des cas d'usage. Là aussi on pourrait en reparler des heures et surtout aller beaucoup plus en profondeur sur chacun des cas d'usage, mais ça vous donne un peu une idée, encore une fois, je vous ai dit il y aura beaucoup plus de questions que de réponses, mais une idée de tous les endroits où dans le domaine de RSE-QSE, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle, encore une fois, à condition qu'on l'utilise de la meilleure des manières, et c'est ça dont je parle un petit peu après. Avant de faire ça, je voudrais peut-être juste rapidement vous parler d'une plateforme sur laquelle j'ai travaillé à titre personnel. Et là, on reste dans la lutte contre le changement climatique. Là aussi, quand on parle des grands groupes, et je pense que c'est un exemple que j'ai envie de vous montrer parce que c'est un exemple qui démontre qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en fait, sans l'intelligence artificielle, notamment dans ce domaine. Dans notre modèle de société actuel, en tout cas. Il y a aujourd'hui, quand vous prenez les plus grands groupes mondiaux, il n'y en a que 10% qui savent aujourd'hui calculer de manière précise leur empreinte carbone. Et c'est normal. C'est une tâche d'une complexité infinie. Quand on prend des groupes comme, j'en sais rien, L'Oréal, Essilor ou d'autres, ils ont des verticaux et des succursales dans énormément de pays. Ils ont des types d'activités qui sont très variés. Et donc, aujourd'hui, la meilleure approche qu'on a trouvée avant l'IA, c'est d'avoir une approche, ce qu'on appellerait en anglais top-down, un peu à la grosse maille, où on va dire dans telle business unit, dans telle unité, j'ai dépensé tant de dollars sur l'année et j'estime qu'un dollar coûte à peu près tant d'empreinte carbone. Et donc, voilà à peu près le chiffre que j'ai. Mais le gros problème de ça, c'est que, c'est pas précis.
Et deux, c'est pas actionnable. Parce qu'en fait, quand on ne va pas dans le détail, on ne sait pas ce qu'il faudrait changer pour pouvoir arriver à une meilleure empreinte carbone. Il y a cette fameuse phrase, notamment, qui dit on ne peut pas réduire ce qu'on ne mesure pas. Quand vous voulez perdre du poids, il est assez clair que si vous voulez comprendre si vous perdez du poids, il va falloir vous peser de manière assez régulière. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas de manière assez régulière. Donc c'est ça un peu le grand principe de cette plateforme qui va permettre de contrer cette approche un peu à la grosse maille et au contraire d'aller au niveau d'activité très précise. Et ce que j'appelle une activité très précise, pour être très concret, c'est par exemple un groupe comme L'Oréal va transporter des biens d'une usine A à une usine B avec 100 km d'écart entre ces deux usines, avec un camion avec tel type de carburant, avec une charge de tant de kilos. Et là, on a envie de mettre en face de cette activité une empreinte carbone. Et là où l'IA nous aide, c'est qu'en fait, à l'époque, avec cette plateforme, on a créé ce qu'on appelle un peu pompeusement, je le reconnais, le Google des émissions, où en fait, on va prendre cette activité et en face, on a un système de recherche qui va aller chercher dans une base de données de millions et de millions de lignes le bon facteur d'émission qui va correspondre à cette activité dans tel pays, qu'à tel mix énergétique, etc. Et vous imaginez bien qu'un groupe comme L'Oréal, je dis ça parce qu'il se trouve que c'était un de nos clients à l'époque, ce genre d'activité, ils n'en ont pas une, mais ils en ont par an 500 000, 1 million. Donc la tâche, à l'échelle humaine, elle n'est pas du tout faisable. Donc ce logiciel permettait d'avoir une approche de langage naturel, là aussi, parce que l'activité, elle pouvait être décrite en langage naturel. Cette activité allait être matchée grâce à l'intelligence artificielle de manière automatique au bon facteur d'émission. Et donc, en faisant ça, on arrive à la fin à une trace carbone, une empreinte carbone qui est faite par l'entreprise, qui est à la fois complète, précise, et qu'on peut couper en fait dans tous les sens, et donc actionnable. Pourquoi elle est actionnable? Parce que une fois qu'on a cette trace, on peut faire des simulations. On peut dire, OK, maintenant, je suis Coca-Cola, toutes les bouteilles que je produis, je veux les changer du verre au plastique, ou plutôt l'inverse, ou en tout cas du plastique à du plastique recyclable, ce qu'on appelle le PET. Et une fois que je simule cette action, je comprends combien elle va me coûter, cette action, financièrement parlant, parce qu'elle aura certainement un coût en dollars, mais surtout de combien elle va réduire, parce qu'on va percoler ce changement sur toutes les activités qui sont concernées par ce changement. Et donc, on va avoir là aussi un nouveau chiffre et on pourra donc prendre des décisions. Parce qu'on va dire, voilà, ça va me coûter tant, voilà l'impact que j'aurai, oui, ça vaut le coup. Voilà. Et imaginez bien que des décisions comme ça, il y en a, encore une fois, pas une, mais il y en a des centaines à prendre potentiellement pour des gros groupes. Donc là aussi, une fois qu'on a ces simulations, on a une troisième intelligence artificielle qui va aller faire de l'optimisation. Parce qu'une fois qu'on aura compris l'impact en fait, de toutes ces décisions possibles, eh bien, l'intelligence artificielle va proposer et optimiser des scénarios précis avec des séquences, des choix et des séquences d'actions qu'on va prendre en tant que gros groupe pour aller réduire cette empreinte carbone. Donc là, voilà, la sensibilité que je vais vous donner, c'est que là-dessus, c'est qu'il y a des cas où en fait l'IA effectivement devient très utile, voire essentielle, dans le fait d'aller tacler, d'aller résoudre ce genre de problème. Encore une fois, pas tout seul, parce que là aussi, pour avoir été sur le terrain, je peux vous dire que le sujet, il n'est pas que technique. Sur le sujet de la réduction de l'empreinte carbone des entreprises, le sujet, il est aussi de convaincre. Parce qu'on a encore beaucoup de grands groupes aujourd'hui qui ont envie de le faire, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Parce qu'ils le font souvent par de la réaction à de la menace financière. Notamment sur des amendes qu'ils pourraient avoir. Et donc, ils se disent, voilà, on doit rendre des comptes et de manière régulatoire, on est obligé de réduire aujourd'hui notre empreinte carbone. Mais en fait, moi, j'adorerais qu'on arrive dans un monde où on comprend qu'en fait, on est un shift sociétal, un changement sociétal qui fait que c'est pas seulement la peur de la réaction financière, de la peine financière, mais c'est aussi comprendre que la consommation change drastiquement et que l'envie des consommateurs va s'orienter vers ce genre de produit dont on pourra de manière transparente démontrer qu'on aura réduit l'empreinte carbone. Donc là aussi, vous voyez que la technique, c'est une des composantes utiles et essentielles, mais qu'en fait, il y a aussi tout un travail à faire au-delà de ça, de réflexion de modèles de société qu'on veut. Alors, voilà un petit peu les quelques cas d'usage que je voulais vous montrer. Et encore une fois, tout ça, c'est bien beau, à condition de le faire de la bonne manière. Et alors là, le faire de la bonne manière, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, en tant que manager que vous êtes,
c'est votre responsabilité de faire en sorte que vous ayez cet outil à votre disposition, l'intelligence artificielle, mais que vous le fassiez de la bonne manière. Alors d'abord, évidemment, il y a la question de confidentialité des données. Et ça devient évident. Quand je vous ai parlé des données RH, il est évident qu'on parle de données personnelles, critiques, encore plus quand on parle de santé, par exemple. Et donc, la grande question de la confidentialité des données est importante. Et là, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 0, où on dit, OK, on s'assure d'un point de vue technique que on donne l'accès à des données aux personnes qui ont le droit, de manière alignée avec nos valeurs, d'avoir accès à ces données. Et surtout, on donne le choix à celui qui a fourni les données au départ. Donc typiquement, ça va être l'employé dans votre entreprise. Il va valoir une transparence totale sur le fait à qui les données qu'il va générer vont être données. Ça, c'est le niveau 0. Il y a un deuxième niveau qui est de dire, bah en fait, ouais, mais on aimerait bien élargir un peu le spectre parce que, par exemple, on a des chercheurs, vous êtes une entreprise et vous travaillez avec des chercheurs en IA pour les ressources humaines qui ont envie de faire des papiers de recherche qui vont potentiellement donner des avancées monstrueuses. Et donc, l'employé, on a envie d'utiliser ces données pour aller dans ce cas de recherche. Eh bien, il pourrait vous dire non et ça serait son bon droit. Et la réponse non est évidente à partir du moment où on donne cette donnée à une partie tiers avec qui il n'a rien à voir. Par contre, là, on a des réponses techniques qui permettent, et notamment par l'intelligence artificielle, encore une fois, qui est toujours un peu à double tranchant, qui permettent de l'encryption de données, d'anonymisation, avec des techniques aujourd'hui très avancées. L'exemple que je donne souvent, c'est que j'ai travaillé, quand j'étais dans le conseil, avec une équipe de basket NBA, pour aller, en fait, à partir de biomarqueurs sanguins, essayer de prédire l'occurrence de blessures ou de conditions médicales des joueurs. Là, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, on a 12 joueurs dans une équipe de basket. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le basket, en fait, on peut très vite, malgré de l'anonymisation standard, retrouver de qui on parle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises et de la recherche aujourd'hui qui est faite sur comment on peut vraiment encrypter, anonymiser de manière ultra sécuritaire ces données. Et puis après, il y a le niveau 3, qui est de dire, on a des cas, et notamment dans la santé, où en fait on a envie de partager ces données et de se mettre à plusieurs pour aller avoir des résultats qui sont bien plus forts que si on était tout seul. Un exemple concret, c'est dans le domaine des essais cliniques et de la découverte de nouveaux médicaments. Il y a des consortiums qui sont créés aujourd'hui où c'est non plus un hôpital qui travaille tout seul, mais ça va être, allez, 10-15 hôpitaux qui vont s'accoupler, qui vont se mettre en connivence avec des entreprises privées comme des startups et qui vont être aussi en connivence avec des institutions publiques sur le fait de faire avancer la découverte de nouveaux médicaments. Eh bien, là, la grande question, c'est comment chacun des acteurs met sur la table, au milieu de tout le monde, au vu et au su de tous, leurs données pour dire on travaille non pas sur un jeu de données, mais sur 15 ou 20. Eh bien, là, aujourd'hui, aussi, il y a des gros sujets, ce qu'on appelle notamment, je lâche le mot et puis après on pourra en reparler, d'apprentissage fédéré, qui est un monde dans lequel on arrive à faire ça. Ça permet de garder la confidentialité des jeux de données d'un jeu à l'autre, mais tout en nourrissant tous les modèles de cette multitude de données qui viennent de plusieurs endroits, et tout en rétribuant à la fin de manière juste les contributeurs des données à hauteur de la valeur qu'ils auront créée avec les données qu'ils auront données. Donc là, c'est un peu le troisième niveau avec cette notion d'écosystème. Et d'ailleurs, cette notion d'écosystème, je vous parle de la santé, mais elle est très vraie aussi dans l'empreinte carbone. Il est clair aujourd'hui qu'une entreprise ne peut pas travailler toute seule pour réduire son empreinte carbone, ça n'a aucun sens. Il faut qu'elle travaille dans un écosystème. Et cet écosystème, c'est l'écosystème avec ses fournisseurs d'un côté, et c'est l'écosystème avec ses clients de l'autre, et ses employés ou ses partenaires. Donc aujourd'hui, la grande question, c'est comment une entreprise qui a un avantage compétitif grâce à ces données, eh bien, accepte de les partager tout azimut pour une mission qui est censée transcender la mission compétitive, économique pure, mais encore une fois, qui n'est pas un acquis aujourd'hui. Donc la question, c'est comment on le fait et comment on les rassure pour le faire. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle ici human in the loop. Donc c'est comment on garde l'humain au centre de tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, il est clair que les décisions par des systèmes d'IA, il y a des cas où il est évident qu'elles doivent être prises par des humains. Encore une fois, je prends le secteur médical, mais quand on parle de RH dans les entreprises, c'est aussi le cas.
Aujourd'hui, je pense que les patients ne sont pas prêts à avoir une médecine où toutes les décisions sont complètement automatisées. On a confiance en notre médecin, ça fait 20 ans qu'on travaille avec lui. Il peut être équipé de l'intelligence artificielle éventuellement pour l'aider à prendre des décisions, mais il faut que ça soit lui qui prenne la décision. Et donc, ça, c'est aussi conditionnel à ce qu'on appelle l'explicabilité des modèles. Parce que là aussi, il y a un paradoxe qui fait que plus les modèles sont complexes et donc performants, eh bien, moins ils sont explicables. La décision d'un modèle, elle n'est pas forcément explicable quand il s'agit de réseaux de neurones, par exemple. Alors là aussi, il y a plein de recherches qui est faite aujourd'hui sur comment rendre un modèle complexe, performant, à la fois aussi explicable, pour que le médecin puisse dire, voilà, sur telle radio, j'ai vu qu'il y avait peut-être un début d'une petite tumeur, voilà ce qui m'amène à ces conclusions. Voilà. Parce que, étape par étape, on est capable d'arriver à ces conclusions, et au lieu de juste dire, parce que l'IA me l'a dit. Et là aussi, encore une fois, quand on parle de RH, quand on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, l'impact qu'elle peut avoir sur ses clients, sur la société au sens large, on veut qu'elle puisse expliquer ses décisions humaines à la fin, aidées éventuellement par des machines, mais à condition qu'on comprenne ce qu'ont fait les machines. Ensuite, il y a la grosse notion de biais. Là, pareil, je vais accélérer un petit peu parce qu'elle est évidente. Là aussi, je vous prends l'exemple de la santé, mais encore une fois, c'est transposable à tout ce qu'on a dit avant. Si on prend l'exemple de détection de cancer de manière précoce sur des radios, cancer du sein par exemple, la grande question c'est avec quelles données ont été entraînés les modèles. Et forcément, il y a des biais dans ces données. Par exemple, les populations un peu désavantagées avec moins d'accès à la médecine facilement, eh bien, vont constituer de facto une part moindre des données d'entraînement. Parce qu'en fait, c'est des données qui n'existent pas, puisque les gens seront allés bien moins facilement voir des médecins que vous et moi, tous CSP+, qui ont accès à de la médecine finalement assez facilement dans des grandes villes, etc. Donc en fait, voilà, il y a aussi ce biais-là qu'il faut travailler, et ce biais, il apparaît à plusieurs niveaux. Il apparaît au niveau des données d'entraînement, c'est ce que je viens d'expliquer là. Il apparaît au niveau des algorithmes, qui eux-mêmes sont susceptibles en fait d'augmenter les biais qu'on aura déjà vus. Et il apparaît au niveau de l'interprétation des sorties des algorithmes. Donc en fait, là aussi, il y a de la recherche qui est faite pour aller travailler sur tout ça. Et là, en tant que manager, RSE, QSE, votre objectif, c'est pas de devenir expert technique du débiaisement des données, mais c'est en tout cas d'avoir cette sensibilité-là et de comprendre que quand, pour votre équipe, vous allez déployer un algorithme d'IA qui aura été créé par quelqu'un d'autre, voilà, est-ce qu'il y a un biais, oui ou non, et est-ce qu'on peut l'analyser, etc. Donc voilà. Ensuite, un des gros sujets, je pense, qui pend aux lèvres, je l'espère en tout cas de pas mal d'entre vous, c'est, j'ai parlé de l'IA en tant qu'outil pour aider à résoudre notre crise un peu d'environnement, mais on n'est pas sans savoir que l'IA elle-même a une trace environnementale qui est loin d'être négligeable. Et là aussi, je ne sais pas si vous avez en tête des ordres de grandeur. Et quand je parle d'ordre de grandeur, c'est sur plusieurs métriques. Hein. C'est la métrique carbone d'un côté, c'est la métrique de consommation d'eau, et c'est la métrique aussi de consommation d'énergie, d'une manière générale. Et bien tout ça, et puisqu'on parle d'IA générative, la plus récente, dont les cas d'usage à haute valeur sont encore, selon moi, à être démontrés, eh bien, c'est l'IA qui génère le plus de traces sur ces trois métriques. Pour vous donner juste un chiffre, on estime que l'entraînement du modèle ChatGPT 3 en particulier équivaut à la consommation d'électricité de 120 foyers américains pour un an. En termes de traces carbone, d'empreinte carbone, on estime que c'est l'équivalent de 110 voitures américaines qui ont roulé pendant un an. Donc, alors là, je parle de l'entraînement, c'est ça qui est important. Quand vous faites une requête sur ChatGPT depuis chez vous, le coût environnemental, il n'est pas énorme. Par contre, ce qui coûte cher, c'est entraîner un modèle. Alors, heureusement, on essaye de le faire de manière de plus en plus efficace, mais c'est entraîner un modèle par OpenAI, normalement une fois, mais ça coûte très cher. Donc, là aussi, il y a des vraies questions à se poser. Et vous, en tant que manager RSE QSE, la grande question à se poser, c'est quand demain, vous implémentez un logiciel grâce à l'IA qui va permettre à votre entreprise de calculer la trace carbone, eh bien, à la fin, il faudra calculer l'effet net de l'utilisation de la technologie d'IA et
le mettre en rapport avec ce que vous aidez à économiser globalement dans l'écosystème dont on parlait tout à l'heure. Là aussi, important d'avoir ces chiffres en tête, de les creuser cas par cas et de comprendre vraiment ce qui se passe. Sur la partie que vous contrôlez, parce qu'il y a évidemment, et on l'espère, une partie qu'on contrôle un peu moins, qui est la partie justement beaucoup plus macro de l'évolution des mix énergétiques des pays, parce qu'évidemment, ce qui joue un rôle énorme, c'est ce à quoi tous ces serveurs se nourrissent en termes d'énergie. Le jour où on arrive avec des énergies renouvelables de manière un peu plus durable, eh bien, là aussi, on aura une amélioration. Mais ça, c'est la partie que vous contrôlez de manière un peu moins directe. Donc moi, je vous dis, contrôlez-vous sur la partie que vous contrôlez. Concentrez-vous sur la partie que vous contrôlez. Et puis, le dernier thème que j'aborde rapidement, parce que pareil, pour moi, c'est une question un petit peu rhétorique pour l'instant, mais quand on voit le développement des capacités de l'IA, une grande question qui se pose, c'est l'alignement. L'alignement, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu aussi. Ça veut dire quoi l'alignement? Ça veut dire que quand on développe une machine intelligente en tant qu'humain, eh bien, il faut faire en sorte que cette machine, dans ce qu'elle fait, dans ses actions, elle s'aligne sur l'objectif et nos valeurs humaines, et elle s'aligne aussi sur la manière de le réaliser. À l'échelle de l'entreprise, ça veut dire qu'il s'agira, quand vous développez des systèmes d'intelligence artificielle, ou vous utilisez des systèmes qui ont été développés par d'autres, eh bien, il s'agira d'encoder dans ce système des valeurs qui sont les valeurs de l'entreprise, qui sont des valeurs sur la politique de l'entreprise, sur les règles business de votre entreprise, et puis sur les valeurs qu'elle veut transposer, qu'elle veut transmettre à ses clients et puis à ses employés. Pourquoi c'est une question importante et effectivement qui peut paraître un peu lointaine parce que, encore une fois, aujourd'hui, on n'est peut-être pas à un stade où on a des vrais agents autonomes qui permettent de nous dépasser partout, mais ce qu'on a démontré assez récemment, et notamment Anthropic, qui est un des concurrents d'OpenAI, ChatGPT, et qui crée son propre modèle, ils ont écrit un article il y a encore quelques jours pour démontrer qu'une fois qu'un de ces fameux modèles de langage eh bien, est encodé de la mauvaise manière sur ces valeurs, il est assez difficile de le réentraîner sur des bonnes valeurs. Il y a un papier qui est sorti qui démontre qu'un système auquel on a dit en 2023, tu te comportes très bien, et en 2024, tu te comportes mal, mais tu fais semblant de te comporter bien. Eh bien, il a été très difficile de le réentraîner avec les méthodes classiques sur des valeurs qui sont beaucoup plus alignées avec ce que nous, on veut faire. Donc voilà, là aussi, je vous plante la graine, un sujet sur lequel réfléchir. Alors, maintenant, et je terminerai là-dessus, je vais aller un peu plus vite, je suis conscient du temps. Désolé, on est peut-être allé un peu plus profond que prévu sur certains sujets. Et encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des questions, mais on aura encore un peu de temps à la fin. La grande question, c'est ça veut dire quoi pour vous concrètement? Alors, moi, il y a cette phrase de ce grand monsieur qui s'appelle, vous le reconnaissez peut-être ou pas, c'est Auguste Comte que je vous montre ici. Je pense qu'on aurait besoin de plein d'Auguste Comte dans notre société aujourd'hui. Mathématicien qui est devenu philosophe, épistémologue, voilà, qui a réfléchi sur l'utilisation de la science. Et avec cette phrase que j'aime bien qui est savoir pour prévoir afin de pouvoir. Alors, aujourd'hui, on développe un peu le savoir. On essaye encore une fois, ma mission, c'est de vous donner un peu conscience des enjeux, encore une fois, sans rentrer dans la folie et le fantasme, tout en étant raisonnable, mais comprendre quand même les enjeux qui se déroulent. Savoir, ça nous permet de quand même comprendre ce qui est en train de se jouer, et donc d'agir à chacun à notre niveau, le pouvoir. Et dans vos cas, ça sera à la fois dans votre vie d'humain, mais ça sera aussi dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, ou vous serez, pour ceux qui ne le sont pas encore. Voilà. Donc, très concrètement, quelques petits conseils très pratiques. D'abord, c'est ce que je prône depuis le début, c'est que le design de ces systèmes, il doit se faire centré sur l'humain. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir créer des outils avec des interfaces qui vont être développées par les humains eux-mêmes, qui sont ceux qui vont faire face à ces fameuses interfaces. Quand j'étais chez Amazon, c'est exactement un des trucs que j'ai fait. Mon équipe, elle était chargée de développer des modèles d'intelligence artificielle. Eh bien, en fait, on travaillait de manière très très proche avec les équipes qui allaient utiliser ces modèles et on s'assurait qu'elles allaient être complètement confortables avec la manière de les utiliser. On les mettait en conscience des risques qu'il y avait éventuellement. Et puis, voilà. Et puis, ce qu'il faut, c'est une transparence.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas de black box. Aujourd'hui, pour moi, c'est un des problèmes des outils qui sont mis à la disposition du grand public, comme ChatGPT par exemple, c'est qu'aujourd'hui, c'est une black box. On ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Il y a des changements, des mises à jour qui sont faites en permanence et on ne comprend pas trop. Et heureusement, aujourd'hui, on a des entreprises qui font des modèles équivalents, et notamment des Français. Vous avez entendu parler de Mistral, qui est quelques Français qui développent un modèle open source, disponible à tous, où tout est transparent dans ce qu'ils font. Là aussi, je pense qu'il y a, en tant que manager RSE-QSA, c'est là aussi, quand vous implémentez ces systèmes-là, où vous utilisez des modèles existants, c'est avoir cette notion de transparence. Ensuite, la co-construction. Et là, je l'ai déjà dit, je ne vais pas rester 2 heures, mais voilà, des ateliers. Concrètement, voilà, dire, et sur ces ateliers, partir du problème qu'on veut résoudre. Pour moi, je ne suis pas du tout sur la technologie pour la technologie, c'est la technologie pour nous aider à résoudre des problèmes réels, en fait. Que la technologie, sans la technologie, nous ne pourrons pas résoudre, en fait. C'est ça un peu l'idée. Donc là aussi, de la co-construction avec des ateliers participatifs d'un côté et des outils qui permettent de donner un feedback continu sur le comportement du fameux système qu'on aura développé. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est la formation, évidemment, et la simulation. C'est pour ça que je vous mets un casque de réalité virtuelle. Là, je ne vous parle pas de réalité virtuelle, hein, attention, c'est juste pour le petit clin d'œil. Mais aussi, voilà, simuler un monde avec vos employés, avec vos collaborateurs, simuler un monde dans lequel, voilà, on aura développé un système d'IA qui va aider au mieux la gestion des carrières pour les ressources humaines. Eh bien, voilà, comment on le fait, comment on simule ça, comment on arrive à faire toucher du doigt. Ça permet aux gens aussi de mieux se rendre compte et de aussi sentir les risques qu'il peut avoir, parce que c'est ça, en fait, développer cette sensibilité aux risques aussi qu'on peut avoir. Enfin, je dirais qu'on n'oublie pas qu'il y a une balance à trouver en fait, entre de l'expérimentation, parce que en fait, mettre en place ces systèmes, c'est aussi beaucoup d'expérimentation. Aujourd'hui, on est encore au début d'une période potentiellement transformatrice. Et donc, il y a de l'expérimentation. Il faut l'accepter, mais il faut le faire dans des frontières qui sont aussi assez claires. Et une manière de le faire, c'est de fixer des objectifs business en particulier. Par exemple, si encore une fois, je reviens sur l'exemple des RH, c'est de dire, voilà, notre objectif, c'est d'améliorer la rétention et le bien-être des employés dans notre entreprise. Eh bien, OK, on va tester ce système-là, mais s'il ne marche pas au bout de, j'en sais rien, 1 mois, 2 mois, parce qu'on l'aura observé, eh bien, n'hésitons pas à dire que c'était une expérience, voilà, et on passe sur autre chose. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi un peu ce trade-off, un peu cet équilibre à trouver entre les deux. Et puis enfin, mais c'est peut-être en fait la partie la plus importante, et on revient au titre en fait de la conférence, hein, qui est le fait d'insister auprès de vos collaborateurs sur cette complémentarité entre l'homme et la machine. Aujourd'hui, il y a des choses que la machine va faire mieux que nous, ça c'est très clair, mais il y a quand même des choses qui sont absolument irremplaçables. Et pareil, c'est des choses dont on peut discuter, mais la créativité, l'empathie, il y a des métiers dans lesquels il est absolument impensable qu'il n'y ait plus un humain qui soit là, parce que rien que le fait qu'il soit humain même donne de la valeur au métier. Hein. Donc ça, c'est important. La prise de décision complexe aussi, où on va pouvoir faire des jugements importants, tout ça, c'est des choses qui sont absolument remplaçables. Mais cela dit, ce que je veux aussi rajouter là-dessus, c'est que c'est un sujet sérieux et que cette complémentarité, elle s'étudie. Il n'y a pas de réponse à tous les cas. Et l'exemple que je donne aussi là, c'est que c'est un papier encore récent que je lisais dans Forbes récemment, qui nous explique que notamment dans le domaine de la santé mentale, on est en train de faire plein de tests sur la relation thérapeute-patient. Et vous pourrez me dire, oui, mais c'est simple, c'est IA ou pas d'IA. Non, en fait, dans ce cas-là, c'est déjà très complexe, parce qu'en fait, il y a plein de sous-cas qu'il faut regarder. Il faut regarder le cas où le patient est une IA et pardon, je vais commencer par les cas simples. Le cas où le thérapeute cède d'une IA, mais il est encore là en tant qu'humain, et en face, il y a le patient qui est un humain qui n'a pas d'IA. Un autre cas, ça peut être, on a un thérapeute qui est là, qui cède d'une IA, et on a un patient en face qui cède aussi d'une IA. Voilà. Et en fait, des sous-cas comme ça, on peut en faire, vous faites un peu de combinatoire, ça peut aller vite à 16 ou 20 cas. Et donc, la grande question, c'est de comprendre comment s'articule vraiment cette complémentarité. Je pense que ce n'est pas une question facile qui se résout d'un revers de la main et qui doit être discutée vraiment au cas par cas, avec des vraies expériences vraiment bien ficelées. Et voilà, parce que, encore une fois, il y a le côté émotionnel de l'humain qui est de dire, oui, créativité, empathie, etc. Et ça, moi, je suis le premier à le penser. Maintenant, voilà, allons au niveau d'après.
Et regardons dans des cas très précis, et encore une fois, si vous êtes manager RSE, ça veut dire très concrètement l'employé qui sera en charge de la sustainability, donc de la durabilité de l'entreprise, eh bien, comprendre pareil, quelle va être son interaction avec la machine, comment est-ce que lui est l'aidé d'une IA par ailleurs, est-ce qu'il y a une machine qui est une IA qui fait les actions pour lui ou pas, est-ce que cette machine fait que du conseil, enfin voilà. Tout ça, je pense que ça nécessite un peu de temps pour le comprendre et ce qui marche le mieux. Voilà. Et puis, alors je terminerai du coup en revenant à mes deux amis auxquels je parlais au départ. Donc les managers ambitieux, vous l'aurez compris, le métier est en passe de devenir de plus en plus complexe, avec ce double tranchant, avec des outils essentiels qui va vous permettre de mener votre mission qui vous tient à cœur de manière beaucoup plus puissante qu'auparavant, mais aussi des outils, vous l'avez vu, qui sont à manier avec énormément de précautions. En espérant aujourd'hui vous avoir donné quelques pistes, et en tout cas quelques questions sur quels étaient les domaines de précaution et comment on le fait. Et puis, enfin, le message que je donnerais aux humains curieux, c'est de continuer à réfléchir comment cette fameuse intelligence artificielle, qui est plus large que celle qu'on voit aujourd'hui par le prisme des médias, comment va-t-elle potentiellement transformer nos vies. Moi, j'encourage tout le monde à aller avoir un côté admiratif, des côtés fascinants de cette technologie, mais ça vient aussi avec le fait très souvent de toucher très vite les limites de ces outils. Vous verrez, il n'y a rien de magique en fait, et y compris les ChatGPT qui nous ont fait rêver pendant quelques temps, on s'aperçoit très vite des limites quand on les utilise, et je vous incite aussi à comprendre donc les risques qui parfois sont pas subtils du tout, mais parfois sont un peu plus subtils. Et donc sensibilisons-nous et restons acteurs, parce que, encore une fois, je pense que c'est des sujets qui ne sont pas exclusivement, loin de là, bien au contraire, à la main des grands groupes privés et à la main des institutions gouvernementales, qui d'ailleurs sont parfois un petit peu en retard sur ces sujets, sur comment les régler. Donc voilà, donc la seule solution, c'est que nous prenions en main. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et voilà, et si vous voulez, on peut échanger un petit peu. Merci beaucoup, Cyril. Nous n'avons qu'une question en fait dans le chat, posée dans le chat, c'est-à-dire c'est même pas une question, c'est une remarque d'une des participantes. Vous avez d'ailleurs touché au sujet de la trace environnementale. Finalement, cette question traite la trace environnementale pas seulement de l'IA, mais de la technologie plus en général. Alors, la question, c'est en fait, ça revient à votre exemple en Inde et sur les capteurs qui permettent de faire de la qualité, même pas préventive, vous avez dit, mais prédictive, c'est ça? La maintenance, pardon. Maintenance préventive et prédictive. Donc, la personne a dit, ça veut dire ajouter des capteurs et ainsi augmenter notre charge environnementale de production de capteurs. Donc, tout ce qui touche aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Est-ce que vous souhaitez réagir à ça, Cyril? Oui, très concrètement, il y a plein de cas où ça ne veut pas dire ajouter des capteurs. Il y a plein de cas où ça veut dire juste utiliser au mieux les capteurs qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'il y a ces machines, en général, elles ont des milliers de capteurs, mais sauf qu'humainement, on va pouvoir en lire que 3 ou 4 et les interpréter. Et là où la machine permet d'en utiliser, permet d'en lire plutôt 1000 ou 1500 ou 2000. Donc déjà, ça c'est la première chose, c'est que ces capteurs, dans la plupart des cas, si on parle de ça précisément, ils sont déjà là. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où on se dit est-ce qu'il ne faut pas rajouter des capteurs ou pas? Oui, je pense que ça peut arriver. Moi, ce n'est pas des cas que j'ai vus. Et effectivement, je pense que la réponse à ça, c'est encore une fois regarder l'effet net. C'est-à-dire comment on compare le fait d'améliorer le travail des gens dans notre entreprise parce qu'ils vont avoir des tâches beaucoup plus intellectuellement stimulantes que juste aller proche d'une machine, regarder des capteurs, faire ça toute la journée, mais plutôt ils vont être dans la réflexion de comment le faire. Comment on compare ça à, oui, on va peut-être avoir une empreinte carbone un peu plus haute. Et c'est pas facile, j'ai pas la réponse. Je pense que c'est des décisions de valeur qui sont faites par des entreprises sur ces sujets-là. Et si on avait la réponse et une échelle linéaire, on peut tout comparer, ouais, ça serait bien et je pense qu'on aurait déjà réglé pas mal de choses. Mais ouais, non, mais je pense que c'est une très bonne question. Et je pense qu'il faut encore une fois être très raisonné là-dessus. On a une autre remarque qui va peut-être
challenger votre vision positive. Je vous la partage. On sait que pour rester ou revenir dans les limites planétaires, on doit ralentir nos sociétés, être beaucoup plus sobre, beaucoup plus sobre. L'IA semble faire partie d'une fuite en avant technologique complètement contradictoire avec cette trajectoire de long terme que nos sociétés doivent prendre. Qu'est-ce que vous en dites, Cyril? Bah, j'en dis que j'ai pas de réponse. J'en dis que j'entends complètement l'argument et d'ailleurs je suis moi-même assez d'accord. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, il y a deux niveaux de questions. Il y a la première, en fait, vous posez une question, à mon avis, qui est plus profonde que celle à laquelle moi je réponds. C'est-à-dire que vous posez la question du modèle de société dans lequel on veut vivre et je pense que vous avez tout à fait raison. Cette sobriété. Je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on l'adopte d'une manière ou d'une autre. Et là aussi, je pense qu'il faut regarder parce que soit on va se taper un mur, et dans ce cas-là, on sera forcé, de l'accepter, cette sobriété, soit on arrive à la penser. Et donc, je pense qu'il y a une question, et il faudrait faire d'autres conférences sur ce sujet-là, sur quel est le modèle de société qu'on veut. Maintenant, si on considère que le modèle qu'on a aujourd'hui, il est plus ou moins OK, et encore une fois, ça dépend, il faudrait qu'on définisse ce qu'on appelle modèle de société, et donc, par contre, on veut mieux le faire et de manière progressive. Parce que, en fait, peut-être une de mes réponses, ça serait de dire, peut-être que l'IA nous permet, en tout cas, dans un premier temps, de mieux raisonner sur le sujet. Parce que un changement de société, ça se décide collectivement, avec une compréhension collective aussi de ce que ça veut dire modèle de société qui est beaucoup plus profonde. Et peut-être, et vous me dites ce que vous en pensez, qu'il y a un monde dans lequel l'IA permet de comprendre un peu mieux ce qui nous régit aujourd'hui, ce qui fait qu'on se sent bien, ce qu'on ne se sent pas bien, ce qui fait que comment marchent nos entreprises aujourd'hui, à comprendre au mieux. Vous savez, c'est un peu le fameux exemple que j'ai donné sur le changement climatique au début. L'IA permet de comprendre beaucoup plus, de manière plus détaillée, l'impact de ce changement également. Donc, voilà, moi je suis d'accord avec vous, je ne vais pas du tout me battre là-dessus. Je pense que la conférence, il fallait un peu la comprendre dans, si on accepte notre modèle de société aujourd'hui, voilà ce qu'il peut faire pour quand même aller dans le bon sens. Si on le fait bien, encore une fois. Maintenant, je suis d'accord. Je pense qu'on peut avoir un raisonnement où on se dit, oui, mais d'abord, revoyons notre modèle de société et ravi de faire partie de la discussion. Sur la fuite en avant, je suis tout à fait d'accord que pour moi, il y a une folie là qui s'est faite récemment, notamment avec l'IA générative. Là, il y a eu une fuite en avant absolument hallucinante qui, à mon avis, ne fait pas beaucoup de sens. Où on a, et c'est l'archétype du cas, où on a pour moi, parce que c'est l'IA qui est la plus consommatrice d'énergie de loin, pour laquelle on n'a pas encore trouvé des cas d'usage vraiment qui nous permettent de sauver la planète, si vous voulez. Donc en fait, là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Sur les génératives, je ne discute même pas. Ben écoutez, la question commence à arriver là. Justement, pour enchaîner dans l'ordre, je la traite. Il y a celle qui revient à l'IA générative. Est-ce que vous auriez des exemples d'applications concrètes concernant ce type d'intelligence artificielle au sein du domaine QSE? Ou peut-être justement pas parce qu'il y a trop d'engouement et Non, finalement. mais c'est intéressant et non, mais tout à fait, je pense que c'est une très bonne question. La manière dont je vois les choses sur l'IA générative en particulier, et je vous dis en fait aujourd'hui ce qui se passe, c'est que toutes les entreprises se sont excitées et je pense que mes anciens employeurs, ils sont aussi pour quelque chose, les BCG et McKinsey, en expliquant qu'il y avait un marché de plusieurs milliards de dollars sur l'IA générative. Alors eux, effectivement, là aussi, on revient à la question de d'où on parle et eux, ils parlent d'un point où ils ont des choses à vendre. Donc, bon. L'IA générative, aujourd'hui, très concrètement, moi, comme je la vois dans les entreprises, elle permet un petit peu des gains de productivité sur des fonctions un peu connexes. C'est-à-dire, par exemple, oui, on va être plus rapide à écrire des emails et donc ça veut dire que sur la partie négociation, procurement, etc., ça va accélérer un peu les choses. Donc, pour moi, c'est la notion un peu de productivité individuelle sur des tâches qui ne sont pas des tâches cœur de l'entreprise. Pour l'instant, c'est là qu'on en est. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu une sorte de gueule de bois où on se dit, OK, c'est bien, mais est-ce que ça améliore vraiment notre business? Maintenant, un des trucs que je vois potentiellement positif sur l'IA générative, c'est que ça permet une sorte de démocratisation de l'accès à d'autres formes de technologie et d'intelligence artificielle par le biais du langage naturel. Donc, si on revient au RSE-QSE, bah oui, l'exemple du RH, pour moi, c'est pas mal parce que ça peut être l'employé, il aura face à lui une sorte de chatbot qui lui permettra d'accéder derrière à du contenu qui sera du contenu de formation, par exemple, fait par des entreprises de manière beaucoup plus intuitive.
Ça, c'est un des premiers points. Et donc, à terme, un bien-être dans l'entreprise qui sera bien meilleur, une progression, une rétention de l'employé, etc. Si je parle, vous savez, un autre exemple de ça, c'est pareil dans la qualité ou dans la maintenance prédictive. Ça peut être un employé d'une usine qui va interagir avec son système de qualité ou de maintenance, pareil, de manière beaucoup plus intuitive et plus naturelle en lui posant des questions, plutôt que d'avoir une interface incompréhensible avec des chiffres. Donc voilà, mais encore une fois, du coup, ça reste des cas d'usage qui permettent un accès plus facile, mais qui en soi n'est pas le cœur. Voilà comment je vois un peu les... Après, il y a des fonctions, oui, de créativité, marketing, etc., ou peut-être, oui, on va générer des logos plus rapides, voilà, mais voilà, dans le RSE-QSE, je le vois plutôt comme ça, comme, encore une fois, un interfaçage qui va se faire, à mon avis, de manière plus naturelle, et donc une démocratisation. Merci Cyril. On a encore quelques questions et je ne les groupe pas par problématique parce qu'elles sont assez différentes, hétérogènes. Et donc, une question très concrète d'une personne par rapport à l'usage, l'utilité de l'IA dans l'industrie pharmaceutique. Et concrètement, est-ce que vous pensez que dans l'industrie pharmaceutique de forme injectable, la réglementation qui demande le suivi en permanence des tendances de production et de son environnement. Est-ce que vous pensez que l'IA pourrait être un outil de compréhension et de prévision de non-conformité évaluée dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Si juste pour reformuler la question, si je la comprends bien, Oui, on va produire, en fait, là on parle de la production de formes injectables et qu'on parle donc concrètement de seringues, etc., qui vont aller polluer derrière. Enfin, c'est ça en gros la question ou, est-ce que vous voulez confirmer, Madame Ricard, s'il vous plaît? Oui, c'est ça la question. C'est que la réglementation nous demande en permanence de suivre toutes les tendances, sachant qu'un automate produit 100 000 données par minute. D'accord. L'être humain ne peut pas suivre les tendances. Donc là, actuellement, il y a des formes mathématiques, mais qui restent des statistiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas entraîner un IA sur, par exemple, 10 ans de formation qui permettrait finalement d'être plus prédictif? C'est ça ma question. Merci. Oui, non, c'est très clair. Et je pense même il y a même deux questions. Enfin, si j'ai compris votre question, mais il y a peut-être deux réponses. La première, c'est la question, je pense, de la veille réglementaire. Et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais c'est très clair qu'aujourd'hui, donc là c'est plutôt à réglementation fixée. Ça permet à une entreprise d'aller comprendre beaucoup mieux ce qui se passe dans cette réglementation et donc de se mettre aux normes. Et ça, c'est un cas très clair de l'IA qui va permettre d'aller, vous savez, chez les avocats, en fait, c'est ce qu'ils font de plus en plus, où en fait, l'IA va permettre d'aller ingérer un nombre monstre de documents. Et donc, vous, après, vous êtes capable d'interagir avec ces documents de manière très intuitive. Et donc, oui, je pense d'un point de vue veille réglementaire, très clairement. Et après, la deuxième sous-question, si je la comprends bien, c'est aussi à règle non fixée, comment on la fixe de manière intelligente et de manière scientifique. C'est-à-dire que comment on va aller regarder des dizaines d'années effectivement d'impact réel des déchets qui vont être créés par les solutions injectables, etc. Et comment très concrètement on sait ce qui va et c'est ce qui ne va pas. Et ma réponse est aussi oui, évidemment, parce que ça touche un peu à tous les sujets dont je parlais avant, et notamment la trace, ce qu'on appelle la trace en aval des produits. Et là, vous parlez de l'industrie pharmaceutique, mais c'est valable dans toute industrie de consommation. C'est comprendre quelle trace ça va laisser. Et ça, oui, les outils qu'on a, vous savez, notamment la fameuse base de données qui va aller chercher les traces de tous les produits, c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, et oui, et le cas d'usage que vous mentionnez, c'est donc d'aller faire des règles du coup qui sont plus en lien avec ce qui se passe vraiment. Ouais. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Merci, madame. Bon, il y a la prochaine, il nous reste deux questions, en tout cas pour l'instant, qui sont dans le chat. La prochaine, je pense qu'on pourra en débattre pendant au moins 1 heure. C'est les risques dont vous ne parlez pas, dit la personne, c'est la diminution du travail de base avec l'IA et le développement, j'imagine, de postes plus en réflexion, alors que beaucoup de personnes n'ont pas de diplôme ni de savoir-faire et n'ont accès qu'aux postes sans qualification. Donc, vous voyez, parce que c'est... Oui. Je comprends la question et oui, le gap se creuse, en gros, c'est ça que vous voulez dire.
Ouais. Alors, on pourrait faire une conférence d'1 heure et demie là-dessus, je pense. Et je pense qu'il n'y a pas une réponse, mais peut-être plusieurs éléments, et pareil, qui vont nous faire ensemble nous poser des questions. D'abord, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les métiers qui s'en équipent et qui sont à risque de remplacement, parce qu'il y a peut-être un peu une question sous-jacente un peu là-dessus aussi, c'est des métiers en fait très qualifiés. En fait, là, on va parler d'avocats, on va parler de métiers de la connaissance. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas tout, mais c'est la majorité des cas qu'on voit aujourd'hui. Donc déjà, il y a peut-être un petit distinguo à faire, ou des métiers peut-être moins qualifiés, en tout cas des métiers physiques, par exemple. Aujourd'hui, ils ne sont pas à risque parce qu'en fait, aujourd'hui, en termes de robotique, et donc avec de l'IA derrière, on n'est encore pas du tout bon. Donc en fait, ce qu'on appelle la distinction en anglais white collar, blue collar. Donc blue collar, c'est plus les métiers ouvriers non qualifiés versus les métiers beaucoup plus qualifiés. En fait, c'est plutôt les métiers qualifiés aujourd'hui qui sont envahis, je le mets entre guillemets, par l'IA. Donc déjà, il y a cette première distinction à regarder. Deuxièmement, très concrètement, moi, ce que j'ai vu, et encore une fois, hein, je ne dis pas que ce que j'ai vu, c'est la réalité globale, c'est anecdotique, mais c'est que dans les entreprises où on a mis de l'IA, en fait, il s'est passé très souvent plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, d'abord, il y a des nouveaux postes, nouveaux types de métiers qui se sont créés, hein, donc on a plutôt embauché des gens, voilà. Et deuxièmement, simple fait de mettre de l'IA va créer un peu de la croissance, et donc là aussi, permettent d'embaucher plus globalement, même dans des fonctions qui ne sont pas directement concernées par l'IA. Donc ça aussi, il faut un peu l'avoir en tête. Maintenant, la grande question que vous posez, l'exemple, à mon avis, l'exemple concret, on revient à mon exemple de maintenance prédictive, où en fait, on a un opérateur qui est habitué à travailler avec 3 capteurs pour détecter les pannes, où on va lui dire, à partir de demain, tu vas travailler avec une interface qui va te permettre de travailler différemment. Et donc là, il y a deux questions. Il y a soit il est capable, et on va mettre tous les moyens pour qu'il arrive à s'adapter, soit il n'en est pas capable, il n'en a pas envie pour X raisons. Et je ne dis pas ça négativement, hein, attention, hein, pour moi, c'est à l'entreprise hein, de mettre ça en place. Et c'est pour ça que c'est une très bonne question que je n'ai pas abordée. C'est comment l'entreprise, elle met en place des dispositifs qui permettent, comme on dit en anglais, cet upskilling, pour aller former tout le monde. Encore une fois, là, pour le coup, on pourra en reparler. À titre anecdotique, je n'ai pas vu beaucoup de cas où concrètement l'IA avait complètement remplacé des jobs avec des gens qui ne sont pas capables de s'adapter. Ça, c'est pas pour ça que ça n'arriverait pas, que ça n'arrive pas et que ça n'arrivera pas. Pour moi, là aussi, c'est la responsabilité du manager de le faire. Et d'ailleurs, et j'élargis même un peu votre question, qui se pose non seulement à titre d'entreprise elle-même, individuelle, mais se pose au niveau sociétal. Je pense qu'il y a aussi un moment, un risque, et peut-être pas demain, mais que notre niveau de productivité augmente tellement qu'en fait, on ne pourra pas soutenir une croissance qu'on a là, et qu'il y aura des gens dont il faudra qu'ils travaillent beaucoup moins, ça c'est très clair. Donc, maintenant, comment on le fait? Et comment on prévoit notre société pour ça? Est-ce qu'on travaille moins et donc il y a un revenu minimum qui est généré par la croissance des entreprises qui revient vers nous? Est-ce qu'on est une société du Club Med où en fait enfin voilà. Donc tout ça, on peut se poser la question, mais en gros, la réponse précise à votre question, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait des dispositifs très forts, ce qu'on appellerait d'upskilling, mais là où je suis un peu positif, c'est que les ressources sont là aujourd'hui pour le faire, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un accès quand même à la formation, à l'information qui est quand même... voilà. Alors, je ne le balaye pas d'un revers de la main, je pense qu'il faut faire beaucoup de choses, mais je reste assez optimiste sur le sujet. Merci Cyril. Donc, on ne pourra pas repenser le modèle de notre société ce soir. Je vous pose la dernière question du chat. Tout simplement, il y a une personne qui demande si vous auriez des livres à nous conseiller, des auteurs sérieux qui poussent le sujet comme vous. Est-ce que vous avez des ouvrages à nous conseiller? Il n'y a que moi qui suis sérieux sur le sujet. Là, je regarde. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'écrive un livre. Non, mais c'est une très bonne question. Non, cela dit, je dis ça en rigolant, mais vous vous rappelez le point que j'ai fait sur l'idéologie au début. Je pense qu'il est intéressant, effectivement, d'aller voir des gens
qui écrivent avec des idéologies différentes. Il y en a un qui me vient en tête, qui est très présent dans les médias aujourd'hui, qui s'appelle Laurent Alexandre, par exemple. Vous voyez, voilà, je pense que ça vaut le coup d'aller un peu écouter ce qu'il dit. Il a des avis très tranchés sur plein de choses. Il est beaucoup moins tempéré que moi, vous le verrez. Oui. Il y a un autre que j'ai vu là, je réfléchis tant que je parle. Après, vous savez, sur les plateformes, même LinkedIn, etc., je pense qu'il y a des gens qui postent des choses pas inintéressantes, donc il faut aussi aller voir un peu ce qui se passe. Il y a quelqu'un que j'aime bien un peu à titre personnel parce que j'ai travaillé avec lui qui s'appelle Michel Lévy-Provençal. Alors, il a un métier un peu différent du mien, il est prospectiviste. Donc, lui, il réfléchit plutôt à l'avenir. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt. Mon message, c'est pensons au présent et faisons le mieux dans le présent. Lui, il est description des grandes tendances à 20, 30, 50 ans. Ça a le mérite de faire réfléchir aussi. Donc, voilà, on peut être d'accord, ne pas être d'accord. Mais je pense que Michel Lévy-Provençal, c'est quelqu'un aussi à regarder un petit peu. Il a écrit des livres, notamment, là, il en sort un sur le métaverse. Voilà. Et juste un truc, parce qu'il y en avait un là où je me suis dit tout récemment, tiens, j'aime bien ce qu'il dit, on y va, mais j'ai un biais aussi forcément, et le nom ne me revient pas. Donc je suis désolé, je vous le communiquerai après, on pourra le communiquer. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre un peu là-dessus? Pardon Cyril, il y a une personne qui ajoute Nicolas Charvet. Je sais pas si c'est pas Nicolas Charvet pour le coup, mais je dis, ok, bah, je suis preneur, j'irai voir ça. Dans le chat, oui. Ok, bah, très bien, très bien. Il y a... Après, ce qu'il faut, j'évite un peu parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des pédigrés où ils ont l'air très crédibles. Et il y en a un que je prends souvent en exemple, c'est un certain Mo Gaudat, je sais pas si vous, qui est égypto-américain, qui gérait le département Google X. À l'époque, était le département Google qui travaillait sur des projets secrets très avancés. Et aujourd'hui, lui, il va partout sur des scènes pour expliquer qu'en gros, on est terminé. Qu'en gros, voilà, l'humanité, c'est fini. L'IA, ça y est, c'est. Voilà. On a vu ça, oui. Voilà. Et moi, c'est des gens. Bon, et pareil, je pense que c'est bien d'aller voir. Il faut. Mais pour moi, ils ont un message qui véhicule la peur, qui n'est pas utile. Très clairement, il faut toujours se poser la question de pourquoi il le fait. Je pense, ça c'est peut-être le message principal d'ailleurs, vous pouvez aller lire tout et n'importe quoi, mais je pense que le message c'est de dire d'où la personne parle, qu'est-ce qu'elle a à vendre, pourquoi. Bon, ça c'est un message voilà, que vous savez déjà, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais en IA c'est particulièrement prégnant parce que voilà, ce mec-là, moi-même, je me suis dit au départ, bon, Mo Gaudat, forcément, il dit des choses pertinentes, il connaît tout mieux que moi, mais en fait, voilà, il a maintenant un discours dérange un peu. Voilà, bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord, les personnes qui restent, et notamment celles qui ont posé les questions, j'espère que vous avez eu les réponses, en tout cas, dans le cadre qui est le nôtre ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe à la conclusion? Moi, je voudrais surtout conclure, avant de remercier Cyril et Carolina, sur un point important parce que les personnes dans la salle ont tous un lien fort avec les systèmes de management. Et il y a quand même une actualité importante qu'on n'a pas évoquée. Ce n'était pas l'objectif de la conférence, mais le règlement européen sur l'IA est quand même arrivé fin décembre, l'IA Act, et il y a quand même une norme certifiable, la norme ISO 42001 qui a été publiée le 18 décembre dernier. Donc, on est quand même sur une actualité hyper forte pour nous en tant que manager et responsable de système de management, parce qu'on a quand même une longueur d'avance sur ce qu'est un système de management. Et je pense que l'ISO 42001 qui est présenté comme un cadre de confiance pour l'IA, pour les entreprises, on a quelque chose, voilà, il faut qu'on s'en empare. Voilà, donc c'était un message que je voulais donner pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi cette évolution et réglementaire côté, je dirais, règlement européen sur l'IA, et puis cette norme ISO 42001, c'est un référentiel sur lequel il faut qu'on soit en veille. Donc je voulais évidemment voilà, remercier Cyril pour ce tour d'horizon, pour ces cas d'usage, ces exemples très concrets qu'il nous a partagés, et avec, en remettant l'humain au centre. Et je pense que dans nos démarches QSE et RSE, tout est axé en effet sur l'humain et tous les outils que vous avez pu partager. Voilà, et les défis, bien sûr, qui nous attendent. Donc, je vous remercie encore pour ce partage. Je remercie Carolina pour le commentaire, je dirais, et cet arbitrage et cette modération sur les questions qui pourraient être très vastes et qui nous amèneront peut-être à de nouvelles aventures communes et réflexions, puisqu'on votre chemin collaboratif est dans nos gènes aussi, dans nos ADN de l'ESCES. Donc, merci à tous pour votre persévérance. Il est déjà 19h15 et